Bonjour les amis, Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de partager. Laissez-nous aussi un commentaire. Un jour, Abbé se réveilla avant le premier chant du coq, le corps endolori par le mince matelas en mousse qui la protégeait à peine du sol dur. Le petit logement des garçons, derrière le manoir des œufs, était sa maison, un espace qu'elle partageait avec deux autres domestiques qui se relayaient jour et nuit. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était mieux que la chambre aux toits de zinc et aux fuites d'Adjugumal, où elle avait grandi. Elle enfila rapidement son uniforme, une robe bleue unie à col blanc, et attacha ses cheveux en chignon. Ses tâches au manoir commençaient à 5 heures précises. Balayer, frotter les sols, repasser les chemisiers de créateurs de Madame et préparer le petit déjeuner pour la maisonnée. C'était un travail exigeant, mais elle le supportait avec une force tranquille. Chaque Néra qu'elle gagnait servait à payer les frais de scolarité de son cadet et les médicaments de sa mère malade, Mama Chingir, victime d'un AVC 2 ans plus tôt. Si Abbé ne se souciait pas des difficultés, ce qui pesait sur son cœur était le mépris constant qu'elle recevait de la part des riches de son entourage. La demeure des œufs était un monument d'opulence au cœur du prestigieux quartier de Matama, à Abuja. Sol en marbre, lustre aux bords dorés et meubles italiens importés dissimulaient l'opulence. Pourtant, sous tout ce luxe se cachait un monde de cruauté silencieuse. Un jour, Abbé avait appris très tôt que richesse n'était pas synonyme de gentillesse. Madame E, bien que généreuse envers ses invités, traitait son personnel de maison comme un simple accessoire. Son humeur changeait comme le vent, et lorsqu'elle tournait mal, Abbé en faisait les frais. La maison était toujours animée par des visiteurs, des politiciens, des magnats des affaires et des influenceurs qui allaient et venaient pour des déjeuners, des réunions ou des événements sociaux. Dans cet espace, Abbé était invisible, sauf en cas de problème. Une assiette cassée ou un jus renversé pouvait lui valoir une gifle, une déduction sur son salaire, ou pire, une humiliation publique. Pourtant, elle gardait la tête basse et travaillait dur, s'accrochant à ses rêves comme à une bouée de sauvetage. Peut-être qu'un jour, se disait-elle, elle aurait assez pour ouvrir un petit salon de coiffure et sortir sa famille de la pauvreté. Malgré les mauvais traitements, Abbé resta un jour gentille et gracieuse, des qualités qui la distinguaient du reste du personnel. Elle aidait souvent les domestiques les plus âgés dans leurs tâches ménagères, conseillait les plus jeunes et ne médisait jamais de ceux qui lui faisaient du tort. Sa résilience ne provenait pas de l'ignorance, mais de la compréhension. Elle avait vu trop de vies gâchées par l'amertume, et elle refusait d'en faire partie. Parfois, elle sortait discrètement s'asseoir dans le jardin derrière la maison, fermait les yeux et imaginait une vie différente, une vie où sa mère serait en bonne santé, ses frères et sœurs instruits, et où elle serait libre de vivre et d'aimer sans jugement. Mais pour l'instant, elle était domestique, et sa survie passait avant tout. Alors qu'elle pliait les chemisiers de Madame Is pour la 5e fois ce matin-là, elle ignorait que sa vie allait basculer de la manière la plus inattendue qui soit. L'atmosphère du manoir changea le jour de l'arrivée de Xena. Elle était tout ce dont Abbé avait été prévenue, gâtée, riche et pleine de prétentions. Xena revenait tout juste d'une virée shopping de luxe au Royaume-Uni et entrait dans la maison comme si elle lui appartenait. Vêtue de vêtements de créateur et coiffée d'une queue de cheval élégante, elle incarnait le privilège par excellence. Son arrivée fut marquée par le klaxon retentissant de sa décapotable importée et le claquement bruyant de ses talons loup-boutins lorsqu'elle entra dans le salon. Le personnel se précipita comme des fourmis pour accueillir sa présence soudaine. Abbé observait de loin Xena jeter ses sacs par terre et aboyer des ordres à tous ceux qui l'entouraient. « Ne touche pas à mes chaussures avec tes mains sales », lança-t-elle à l'une des servantes. Son accent britannique était exagéré, son ton empreint de condescendance. Madame Is, cependant, accueillit chaleureusement sa nièce, visiblement fière de son style de vie flamboyant et de son éducation à l'étranger. Xena affirma aussitôt sa domination, faisant savoir qu'il ne fallait pas la contrarier. Elle critiquait la nourriture, se plaignait de la décoration de la maison et traitait le personnel comme une peste. Abbé essaya de rester à l'écart, mais Xena avait un sens aigu de la hiérarchie et n'aimait pas les personnes trop humbles. Le deuxième jour de son retour, elle renversa du jus d'orange fraîchement pressé et reprocha à Abbé sa maladresse, malgré le fait qu'elle avait elle-même renversé le plateau. Abbé s'excusa et nettoya le désordre sans protester, même si ses mains tremblaient de colère sourde. « Tu as de la chance que je sois de bonne humeur » rétorqua Xena.
La prochaine fois, je te ferai remplacer. Ce fut la première d'une longue série de rencontres injustes. Xena aimait le contrôle et rien ne lui procurait plus de plaisir que de remettre à sa place quelqu'un comme ADAB. Son retour s'accompagna également d'une multitude d'activités. Brunch, rendez-vous au spa et projet d'une extravagante fête au bord de la piscine pour célébrer son retour. Elle y invita l'élite sociale d'Abuja, fils et filles de gouverneurs, magnats des affaires et célébrités. Le personnel de maison était plongé dans le chaos dès le début des préparatifs. ADAB était chargé de tout, de la décoration de la piscine au service des boissons pendant la fête. Elle travaillait sans relâche, les muscles endoloris et les yeux lourds d'épuisement. Elle trouvait pourtant de brefs moments de paix en arrangeant des fleurs fraîches ou en dressant la table. À l'approche de l'événement, elle priait en silence pour qu'il se déroule sans incident. Elle était loin de se douter que cette fête au bord de la piscine allait marquer un tournant dans sa vie, le moment où sa souffrance silencieuse serait révélée au grand jour. Le bord de la piscine scintillait sous le soleil de fin d'après-midi tandis que les invités commençaient à arriver, vêtus de maillots de bain luxueux et de lunettes de soleil de créateur. Le manoir des ES bourdonnait d'excitation, les fontaines à champagne coulaient à flots, les sons afrobeats résonnaient dans la sono et les flashs des appareils photo lançaient des influenceurs qui posaient. Xena était dans son élément, se pavanant dans un bikini doré et une tunique en soie, riant aux éclats avec ses amis tout en insultant le personnel. ADAB, vêtu d'un uniforme propre mais délavé, était posté près de la table des boissons, portant des plateaux de cocktails et observant le chaos se dérouler. Elle gardait la tête baissée, essayant de ne pas attirer l'attention. Mais sa seule présence semblait irriter Xena. « Pourquoi est-elle là ?» demanda Xena d'une voix forte en désignant ADAB. Elle gâche l'esthétique. Certains invités ont ri. D'autres ont détourné le regard, gênés. ADAB sentit ses joues rougir, mais elle ne réagit pas. Elle continua simplement à travailler, les mains fermes malgré son cœur battant. À mesure que la fête avançait, le soleil baissait et la foule devenait de plus en plus bruyante. Xena avait bu plusieurs coupes de champagne et gagnait en audace. Lorsqu'elle remarqua ADAB se déplaçant au bord de la piscine avec un plateau, elle sourit et murmura quelque chose à ses amis. Elles ricanèrent et acquiescèrent. « Eh, bonne !» lança Xena d'une voix aigre et moqueuse. « Viens nettoyer ça. » Elle désigna un désordre inexistant à côté d'elle. ADAB, confuse, s'approcha prudemment, hésitant entre obéir et garder ses distances. L'attention des invités se porta sur eux, leur téléphone déjà levé, sentant qu'un événement dramatique allait se produire. Alors qu'ADAB se penchait légèrement pour vérifier le sol, Xena se pencha en avant et la poussa violemment. Prise au dépourvu, ADAB trébucha et tomba dans la piscine avec un grand plouf. Des halètements résonnèrent dans la cour tandis que les téléphones capturaient l'instant. Xena éclata de rire, frappant dans ses mains comme si elle venait de faire un tour de magie. Pendant un instant, tout resta immobile. ADAB fit surface, son uniforme trompé et collant à sa peau, les yeux écarquillés par le choc et l'humiliation. Elle tenta de nager jusqu'au bord, mais ses membres étaient lourds et son souffle court. Elle n'avait pas nagé depuis des années. Des rires et des murmures parcoururent la foule, certains amusés, d'autres gênés. Mais avant que quiconque puisse réagir, une voix forte s'éleva dans le brouhaha. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Les têtes se tournèrent lorsqu'un grand jeune homme, vêtu d'une chemise blanche impeccable et de lunettes de soleil de marque, s'avança. Sans hésiter, il laissa tomber son téléphone et plongea dans la piscine. La foule haleta à nouveau, cette fois pour une raison différente. Le fils du président venait de sauter dans la piscine, pour une femme de ménage. Et rien, à partir de ce moment, ne serait plus pareil. Le soleil brillait sur le manoir des Is tandis que la fête au bord de la piscine battait son plein. Les invités riaient, trinquaient et se prélassaient dans le luxe sous des tentes ombragées, décorées de rubans de soie et de lin bordés d'or. Le DJ diffusait les derniers tubes afrobeats tandis que les serveurs se déplaçaient rapidement parmi la foule avec des plateaux de champagne et des amuse-gueules. ADAB se tenait près du buffet, remplissant silencieusement les verres, les yeux baissés comme toujours. Elle portait le même uniforme bleu uni qu'elle avait lavé et repassé la veille. Sous la chaleur d'Abuja, ses pantoufles étaient humides de cocktails renversés et de sueur. Elle se déplaçait comme une ombre, efficace, silencieuse et inaperçue. Mais même dans son invisibilité, Xena l'avait remarqué. La riche fille était allongée sur un transat au bord de la piscine,
Vêtue d'un bikini fluo et de lunettes de soleil surdimensionnées, la voix plus forte que nécessaire tandis qu'elle bavardait avec ses amies tout aussi prétentieuses. Xena avait observé ADAB tout l'après-midi, son humeur s'envenimant à chaque regard. La servante était trop calme, trop gracieuse à son goût. L'ego de Xena s'irritait à l'idée que quelqu'un d'un rang inférieur à la sienne puisse oser paraître calme au milieu de son chaos. « Regardez ça !» dit Xena avec un sourire narquois à ses amis en se levant et en marchant lentement vers l'endroit où ADAB disposait les tasses. ADAB entendit les talons avant de la voir. « Et toi ?» cria Xena d'une voix forte, attirant l'attention des invités. ADAB se redressa et se retourna, surprise. « Oui, maman, répondit-elle poliment. « Tu as oublié un endroit, dit Xena en désignant une zone sèche près de la piscine avec un dégoût exagéré. Nettoie-la. Maintenant. » Déconcertée mais obéissante, ADAB s'approcha et se pencha légèrement pour inspecter le sol. Au moment où elle lui tourna le dos, Xena la poussa violemment. ADAB trébucha en criant, son plateau claqua et tomba la tête la première dans la piscine. Le rire fut instantané, cruel et retentissant. Logicla bruyamment tandis qu'ADAB coulait, les mains agitées de panique. Elle n'avait pas mis les pieds près d'une piscine depuis des années et savait à peine nager. Son uniforme s'alourdit d'eau, la tirant vers le bas. La panique la submergea tandis qu'elle peinait à garder la tête hors de l'eau. D'en haut, les invités restèrent stupéfaits, beaucoup, téléphone levé, filmant son humiliation comme s'il s'agissait d'un spectacle. Certains haltèrent, d'autres ricanèrent. Xena se tenait fièrement au bord, feignant l'inquiétude, mais savourant visiblement le moment. ADAB toussa et cracha, essayant de nager jusqu'au bord, mais les vagues de rire semblaient plus fortes que les éclaboussures autour d'elle. Elle se noyait, non seulement dans l'eau, mais aussi dans la honte. À cet instant, entourée de richesses, de rire et d'un manque total d'humanité, elle réalisa à quel point elle était jetable à leurs yeux. Juste une servante. C'était une blague. Et personne, pas une seule âme, ne s'est manifesté pour l'aider. Un silence de mort s'est installé sur le bord de la piscine lorsque Damalir, le fils unique du président, a plongé tête la première dans l'eau sans hésiter. Sa chemise blanche se gonflait autour de lui tandis qu'il nageait avec adresse vers ADAB, dont les bras s'agitaient, submergés par la panique. Elle n'avait jamais été à l'aise dans l'eau, et son uniforme trempé l'alourdissait comme une couverture mouillée. L'humiliation ressentie quelques secondes plus tôt se transforma en peur brutale, l'eau lui emplissant la bouche et ses bras devenant trop faibles pour rester à flot. Mais avant qu'elle ne puisse à nouveau glisser sous la surface, une main puissante lui saisit le bras, la stabilisant. Elle cligna des yeux à travers l'eau et croisa le regard de Damalir. En ce bref instant, son monde se figea, non pas parce qu'il était le fils de l'homme le plus puissant, mais à cause de l'inquiétude rare qui brillait dans son regard. Il la tenait fermement, la guidant vers le petit bassin, tandis que les spectateurs haletaient et filmaient l'instant avec leur téléphone. Damalir l'aida à sortir doucement du bassin, enroulant une serviette propre sur ses épaules, ignorant les murmures stupéfaits de la foule. Ses chaussures de marque étaient trempées et son téléphone était toujours abandonné près du bord, mais rien de tout cela ne lui importait. Ce qui comptait, c'était la façon dont ADAB tremblait, le visage pâle, non seulement à cause du froid, mais aussi de la mortification. Il se tourna vers la foule et éleva la voix avec une fermeté surprenante. « Qu'est-ce qui vous prend? Personne n'a pensé à l'aider ?» Son ton trancha les rires comme un couteau, réduisant au silence même les plus arrogants. Xena, qui riait quelques instants plus tôt, se figea au milieu d'une gorgée de champagne, le visage décoloré. Elle s'attendait à de l'amusement, pas à l'indignation publique, surtout pas de la part de quelqu'un comme Damalir. Il se tourna brusquement vers elle. « C'était cruel et inutile, dit-il froidement, forçant Xena à se replier derrière son groupe d'amis. Madame E. arriva sur les lieux juste à temps pour constater les conséquences. Son visage oscillait entre confusion, gêne et fureur tandis qu'elle évaluait la situation. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle. Avant que quiconque puisse répondre, Damalir s'exprima clairement et sans hésitation. « Votre nièce a poussé une servante dans la piscine devant vos invités. C'est comme ça que ça se passe chez vous? » Sa voix n'était pas forte, mais elle avait du poids. ADAB se tenait silencieuse à côté de lui, tremblante, les lèvres serrées. Elle ne savait pas quoi ressentir, peur, gratitude ou honte. L'instant semblait surréaliste,
comme une scène tirée d'un de ces films de Nollywood qu'elle regardait le dimanche. Mais c'était bien réel, et le fils du président venait de risquer la vue du public pour la défendre. Tandis que Damalir l'entraînait loin de la foule, au-delà des caméras clignotantes et des rumeurs chuchotées, Adeyebe comprit que tout avait changé. Pour le meilleur ou pour le pire, sa vie silencieuse et invisible venait d'être propulsée sous les projecteurs. Le lendemain matin, Adeyebe se réveilla dans le chaos. Les quartiers habituellement calmes derrière le manoir bourdonnaient de rumeurs. Son nom était sur toutes les lèvres, des chefs aux chauffeurs, en passant par les agents de sécurité. Elle tira les couvertures sur sa tête, espérant disparaître dans le matelas, mais impossible d'y échapper. Quelqu'un avait publié une vidéo de l'incident de la piscine sur les réseaux sociaux. Elle était devenue virale du jour au lendemain. Les images montraient le sourire narquois de Xena, la poussée, l'éclaboussure et, plus choquant encore, le sauvetage de Damalir. En quelques heures, tous les blogs People, fils Twitter et Instagram du Nigeria étaient en effervescence. Les hashtags « fils du président » et « humiliation au bord de la piscine » étaient en vogue. Les gens avaient leurs opinions, certains qualifiaient cela de scandale, d'autres de contes de faits modernes. Mais tous s'accordaient sur un point. La domestique était devenue la personne la plus en vue du pays. Au milieu de cette frénésie, Adeyebe était assise au bord de son lit, bouleversée. Elle n'avait pas touché à son petit déjeuner et son téléphone sonnait sans arrêt, rempli de messages de voisins, d'anciens camarades de classe et même de personnes à qui elle n'avait pas parlé depuis des années. Ils voulaient tous savoir la même chose. Est-ce vrai? Êtes-vous la fille sauvée par le fils du président? Elle ne savait pas quoi répondre. Ses seules préoccupations avaient toujours été sa famille, sa mère malade, les frais de scolarité de ses frères et sœurs et sa survie quotidienne dans la dignité. Maintenant, des inconnus la qualifiaient de courageuse, de belle et même de chanceuse. Certains ont même spéculé sur une histoire d'amour entre elle et Damalir. Cette pensée lui a retourné l'estomac d'angoisse. Elle n'avait pas besoin de toute cette attention. Ce dont elle avait besoin, c'était de garder son emploi et d'éviter les ennuis. Mais au fond d'elle-même, une part d'elle-même était curieuse. Pourquoi l'avait-il aidée avec tant d'altruisme? Pendant ce temps, le monde de Zina s'effondrait. Les commentaires sur ses réseaux sociaux étaient violents. Des influenceurs ont condamné ses actes, des féministes l'ont dénoncé pour son classisme, et même des sénateurs ont contacté son père en privé, inquiets de la mauvaise presse. Son père, un homme politique influent, était furieux et a exigé qu'elle présente des excuses publiques. Mais Zina a refusé. « Je ne m'excuserai pas auprès d'une femme de ménage », a-t-elle sifflé en jetant son iPad à travers la pièce. Madame Is tenta de limiter les dégâts en convoquant Adaeb dans la maison principale, mais celle-ci était trop bouleversée pour comprendre ses intentions. À son arrivée, Madame Is lui lança un regard froid et scrutateur et murmura « Nettoyez ce désordre ». Elle ne parlait pas du salon, mais des gros titres. Mais Adaeb n'avait aucun contrôle sur cela. L'histoire n'était plus à elle de la cacher, elle était devenue un sujet de conversation nationale, et le fils du président s'en était assuré en s'opposant à un monde où le silence était plus facile. Au troisième jour, la situation atteignit son paroxysme. Madame Is avait perdu le sommeil à cause du scandale. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des appels d'amis curieux, de parents et même du Capitole. L'épouse du président elle-même avait demandé des nouvelles discrètes de la jeune fille que Damalir avait sauvée. Madame Is faisait les 100 pas dans son salon, les nerfs à vif. Elle avait toujours mis un point d'honneur à entretenir l'image d'une maison impeccable et moralement intègre. Maintenant, cette illusion s'effondrait, et tout cela à cause d'une domestique. Non, à cause des agissements insensés de sa nièce. Sa frustration s'est transformée en rage, et elle a trouvé un exutoire commode. « Adaeb, tu aurais dû t'éloigner quand Zina te l'a demandé, » rétorqua-t-elle. « C'est toi qui as cherché ça. » Adaeb resta figée, les mains jointes devant son tablier. Elle n'avait rien fait de mal, mais elle savait qu'il valait mieux ne pas discuter. Elle voulait juste garder son emploi. Zina, cependant, subissait des conséquences qu'elle ne pouvait décontrôler. Là, une enquête sur des plaintes antérieures déposées contre elle. Une ancienne domestique avait révélé avoir été agressée par Zina des mois auparavant, mais avait été payée pour garder le silence. Cette fois, Internet ne s'est pas laissé réduire au silence. Des militants ont commencé à taguer des organisations de défense des droits des femmes, et la pression s'est intensifiée sur le père de Zina pour qu'il publie une déclaration officielle.
En désespoir de cause, il a suspendu les comptes de Zina sur les réseaux sociaux et l'a expulsé temporairement du pays pour éviter de nouvelles réactions négatives. Mais le mal était déjà fait. Le public avait choisi son camp, et pour une fois, le méchant n'était pas la pauvre fille en haillons. Pendant ce temps, Adaeb se retrouvait au cœur du cyclone, encensé par des inconnus, mais vilipendé entre les murs du manoir. Madame Is la blâma pour le scandale et la prévint de se taire sous peine d'être renvoyée. Adaeb hocha la tête en silence, dissimulant la peur qui la serrait. Tandis qu'Adaeb peinait à gérer ce chaos, Demolère subissait lui aussi les conséquences de ses actes. Le Capitole était en émoi. Sa mère, la première dame, était furieuse qu'il se soit abaissé en se lançant dans des drames au-delà de leur statut. Son père, le président, était plus calme, plus calculateur. « Tu as embarrassé la famille. » a-t-il dit à Demolère lors de leur petit déjeuner tendu. « Tu as fait de cette fille un symbole. La presse va la dévorer toute crue. C'est ça que tu veux? » Mais Demolère, n'y bronca pas. « J'ai fait ce qui était juste, » répondit-il simplement. Il savait que le contre-coup serait lourd, mais il ne pouvait se résoudre à regretter ses actes. L'image d'Adaeb se noyant, seule et impuissante, le hantait. Il n'avait pas seulement sauté pour la sauver de l'eau, il avait sauté pour éviter de devenir comme les autres, indifférent, élitiste et cruel. Et malgré tout, il avait bien l'intention de la revoir. Adaeb venait de finir de laver le porche arrière du manoir lorsqu'un des gardes l'appela à l'écart. « Oh, bonne journée !» dit-il en désignant les portes d'un signe de tête. Déconcerté, Adaeb essuya ses mains mouillées sur son tablier et le suivit. Elle était à mi-chemin quand son souffle s'arrêta. Demolère se tenait à côté d'un SUV teinté noir, vêtu d'une simple chemise blanche et d'un jean. Elle se figea. Il n'était entouré ni de gardes du corps ni d'assistants. Il se tenait seul, les mains dans les poches, l'air désolé. « Salut !» dit-il lorsqu'elle s'approcha enfin. « Je voulais juste prendre de tes nouvelles. » Puis-je? Elle jeta un regard nerveux autour d'elle. « Si madame vous voit, » murmura-t-elle. « Laissez-la voir. » dit-il avec un sourire. « Je ne suis pas là pour empirer les choses. Je suis là pour m'excuser, comme il se doit. » Adaeb cligna des yeux, toujours incertaine qu'il s'agisse d'un rêve. Personne ne l'avait jamais défendue auparavant, et encore moins n'était revenu lui demander comment elle se sentait. Elles s'assirent sur la petite clôture en béton qui bordait le jardin, un endroit tranquille où les domestiques se reposaient habituellement. Demolère lui tendit une petite boîte emballée, contenant des vêtements neufs, pour remplacer son uniforme abîmé. « Tu ne méritais pas ce qui est arrivé, » dit-il doucement. « Pas seulement l'histoire de la piscine, mais tout. Les gens comme Xena pensent que la gentillesse est une faiblesse. Mais j'ai vu de la force dans ta façon de sortir de l'eau. » Adaeb écoutait, stupéfaite par la sincérité de sa voix. Ce n'était pas l'homme que les médias décrivaient avec leurs gros titres et leur fortune familiale. C'était quelqu'un qui semblait comprendre. Elle baissa les yeux vers la boîte, puis leva les yeux vers lui. « Merci, » murmura-t-elle. « Mais j'ai toujours peur. Je pourrais perdre mon emploi. » L'expression de Demolère devint sérieuse. « Si cela arrive, je t'aiderai à trouver mieux. » La promesse flottait dans l'air, lourde et réelle. Leur brève conversation fut interrompue par une voix aiguë, celle de Madame qui les avait repérés depuis le balcon. « Adaeb, » aboya-t-elle. « Que fais-tu là ?» Demolère se leva calmement et lui fit un signe de la main. « Bonjour, maman. Je suis juste de passage. J'espère que ça ne vous dérange pas. » Madame est furieuse, mais elle a gardé le silence. Elle ne pouvait pas risquer de manquer de respect au fils du président, même furieuse. Adaeb, cependant, savait que cette visite ne ferait qu'aggraver ses problèmes. Alors que Demolère remontait dans son SUV et démarrait, Adaeb rentra chez elle, la poitrine pleine de colère. Gratitude, peur, confusion, tout cela se mêlait. Quelque chose avait changé. Et même si le chemin à parcourir était incertain, elle sentait que son monde n'était plus seulement gouverné par le silence et la survie. Quelqu'un l'avait remarqué. Et quelqu'un était prêt à la soutenir, même dans un monde qui préférerait qu'elle reste invisible. Pendant des jours, Adaeb essaya de se convaincre que sa conversation avec Demolère dans le jardin n'avait été qu'une simple gentillesse passagère, celle d'un homme de la haute société offrant une pitié passagère à une pauvre fille prise dans une situation malheureuse. Mais sa visite laissait une trace qu'elle ne pouvait ignorer. Quand la maison était silencieuse, elle se surprenait à repenser à ses paroles,
à la sincérité de son ton, à la façon dont il la regardait non pas avec pitié mais avec respect, comme un égal. Elle chassait ses pensées chaque fois qu'elle lui revenait, se rappelant que leur monde était bien trop différent. Elle était domestique, vivant au jour le jour, lavant le linge des autres pour survivre. Lui était le fils de l'homme le plus puissant du pays, né dans la richesse, l'opportunité et l'influence. Ce qui avait éclaté entre eux n'avait aucune place dans la réalité. Pourtant, lorsqu'elle balayait le porche ou pliait le linge dans les chambres d'amis, elle ne pouvait s'empêcher de jeter un coup d'œil vers le portail, se demandant s'il reviendrait. Et il revint, cette fois sous couvert d'un don de livres au projet d'alphabétisation communautaire de Madame Is. Le personnel était en effervescence, chuchotant qu'il avait demandé expressément si Adaeb serait présente. De Molaire salua tout le monde poliment, son calme charmant même les plus sceptiques. Lorsqu'il trouva l'occasion de discuter avec Adaeb dans le couloir de la cuisine, ce fut comme si le temps ne s'était pas écoulé. Ils parlèrent tranquillement tout en épluchant des ignames pour le déjeuner, leur conversation abordant des sujets tels que les souvenirs d'enfance, les rêves et les regrets. De Molaire racontait que ses parents souhaitaient qu'il étudie les sciences politiques, mais qu'il rêvait de devenir cinéaste, de raconter des histoires révélant des vérités que l'on préfère taire. Adaeb l'écoutait, surprise par sa franchise. Elle s'attendait à de l'arrogance, à un sentiment de droit acquis. Mais ce qu'elle voyait, c'était un homme luttant pour respirer dans une vie déjà écrite pour lui. En lui, elle voyait quelqu'un prisonnier de la richesse, tout comme elle l'était de la pauvreté. Plus il parlait, plus il voyait les liens invisibles qui les unissaient. Ils savaient tous deux ce que c'était que d'être réduits au silence, d'être rejetés par des gens qui ne comprenaient pas leurs rêves. Pour la première fois depuis longtemps, Adaeb se sentait considéré, non pas comme une compagne ou un problème à résoudre, mais comme une personne de valeur. De Molaire, quant à lui, se sentait ancré par son humilité, sa force tranquille et la lueur inébranlable de son regard. Mais même si un lien fragile commençait à se tisser entre eux, ils étaient conscients des enjeux. Si quelqu'un l'apprenait, les conséquences seraient brutales, surtout pour Adaeb, dont la position au manoir était déjà sous surveillance. En partant ce jour-là, De Molaire lui tendit un mot soigneusement plié dans la poche de son tablier. Elle l'ouvrit quelques heures plus tard et n'y trouva que 6 mots. « Je veux te revoir ». Son cœur fit un bond tandis que la signification lui était révélée, ce n'était pas un hasard. Leurs chemins se croisaient lentement, délibérément. Ce soir-là, Adaeb était assise à côté de sa mère dans leur minuscule studio niché derrière la place du marché. L'état de Mama Chigné s'était légèrement amélioré grâce à de nouveaux médicaments, et elle souriait faiblement à sa fille, tout en sirotant une soupe aux poivres chaudes. Adaeb la nourrissait doucement à la petite cuillère, l'esprit partagé entre deux mondes. Elle n'avait parlé à personne de ses récentes interactions avec De Molaire. Comment aurait-elle pu le croire? Qui aurait cru que le fils du président s'intéressait à quelqu'un comme elle, non seulement par des mots, mais avec un intérêt sincère? Et pourtant, c'était le cas, chaque conversation à la dérobée, chaque regard prolongé, chaque geste bienveillant érodait le mur qu'elle avait érigé autour d'elle. Mais la peur planait. Elle savait comment le monde fonctionnait. Les femmes comme elles n'avaient pas le droit de rêver trop haut. Si la vérité éclatait, elle ne perdrait pas seulement son emploi, elle pourrait être traînée, humiliée, voire mise sur liste noire pour ne plus jamais travailler dans les foyers de l'élite d'Abudja. La situation de De Molaire n'était guère meilleure. Dès son retour à la maison, sa mère remarqua un changement chez lui. « Qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps ?» demanda-t-elle, la suspicion perceptible dans sa voix. « Tu es l'air distrait. » Il balaya le commentaire d'un rire, mais il savait qu'elle ne le laisserait pas passer bien longtemps. De Molaire se sentait pris au piège, obligé d'assister à des dîners officiels, de représenter son père lors d'événements officiels et de sourire pour des photos qu'il n'avait aucune envie de prendre. Mais dans ces rares moments avec Adaeb, il se sentait authentique. Elle n'était pas impressionnée par son titre ni par son argent. Elle ne feignait pas de s'intéresser à son statut. Au contraire, elle l'écoutait, le défiait, le faisait rire. Il ne s'était pas senti aussi libre depuis des années. Pourtant, il savait que son affection grandissante était dangereuse, non pas parce que c'était mal, mais parce que son monde n'avait jamais fait de place à quelqu'un comme Adaeb. Et s'il la voulait dans sa vie, il allait devoir faire des concessions. Un week-end, De Molaire l'invita discrètement à le rencontrer dans un café-librairie tranquille près du lac Jabi. Elle hésita, luttant contre la culpabilité, la peur et la voix obsédante de sa mère qui lui disait
Aussi gentils qu'ils paraissent, les gens comme eux n'épousent pas des gens comme nous. Mais quelque chose de plus fort la poussa à aller de l'avant. La curiosité, le désir, l'espoir. Elle portait une robe simple, coiffait ses cheveux en chignon soigné et arriva 10 minutes en avance. Lorsqu'il entra et la vit, son sourire lui apporta toute l'assurance dont elle avait besoin. Ils discutèrent pendant des heures, racontant des histoires, sirotant des boissons et ignorant le monde extérieur. Quand elle se leva enfin pour partir, il se leva aussi, mais juste avant de se séparer, il dit doucement, « Je ne joue pas avec toi, Adaeb. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je ne vais nulle part. » Elle hocha la tête, le cœur battant. Aucun d'eux n'avait prononcé ce mot, mais tous deux le sentaient. Quelque chose s'épanouissait, beau et pourtant fragile, et le monde ne le laisserait pas grandir facilement. Les rumeurs commencèrent lentement, chuchotements parmi le personnel de maison, commentaires à demi-mot au marché, regards curieux des invités au manoir. Puis les blogs sont arrivés. Une page Instagram populaire a publié une photo floue de deux molaires se tenant trop près d'une fille qui ressemblait étrangement à Adaeb au café. Le fils du président sort-il avec une femme de ménage? Le titre a suscité une certaine excitation. En quelques heures, s'est répandu comme une traînée de poudre. Les réactions furent mitigées. Certains l'applaudirent pour avoir brisé les barrières sociales, d'autres furent consternés. Mais pour Adaeb, les conséquences furent immédiates. Madame l'appela, le visage dur comme du granit. « Tu crois que cette maison est ton terrain de chasse ?» s'exclama-t-elle. « Tu as fait honte à mon nom. J'aurais dû te virer le jour où tu nous as fait honte à la piscine. » Adaeb ne se défendit pas. C'était inutile. Plus elle protestait, plus elle paraissait coupable. Elle quitta la pièce, les mains tremblantes et les yeux embués de larmes. Zina, de retour d'un court séjour à Paris, était plus qu'heureuse d'attiser la situation. « J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de désespéré chez toi, » ricana-t-elle en coinçant Adaeb dans le couloir. « Tu crois que sauver ta dignité de noyade te vaudrait une couronne? Je te rappelle que démoler n'est pas ton genre. » Ces paroles étaient cruelles et suffisamment fortes pour que les autres les entendent. Adaeb s'éloigna sans un mot, le cœur brisé par la honte et le doute. Mais l'humiliation ne s'arrêta pas là. Plusieurs invités qui l'avaient autrefois ignoré la regardaient désormais avec un regard critique ou une curiosité obscène. Le manoir ressemblait à une prison de rumeurs, et chaque regard la blessait davantage. Pendant ce temps, ses frères et sœurs à l'école étaient la cible de moqueries, et sa mère, ayant entendu des bribes de rumeurs, la supplia d'arrêter. « On ne survivra pas à un autre scandale, Ada, » supplia Mama Chingir. « Ne te perds pas pour un amour qu'ils ne te laisseront jamais garder. » De Molaire, cependant, était furieux. Lorsqu'il a confronté ses parents au sujet de la couverture médiatique, sa mère a balayé l'incident d'un geste de la main. « Vous vous êtes bien amusés. Maintenant, finissons-en, » dit-elle sèchement. « Ce n'est pas comme ça qu'on forme un futur leader. » Mais De Molaire ne recula pas. « Ce n'est pas une blague. Elle est intelligente, gentille et meilleure que la plupart des gens de cette maison, » rétorqua-t-il. Son père, toujours politicien, le mit en garde gentiment. « Tu joues avec le feu, fiston. Cette fille est peut-être bonne, mais le monde s'en fichera. Ils la détruiront, et toi aussi. » Mais De Molaire avait pris sa décision. S'il devait choisir entre une vie d'obéissance silencieuse et une vie où il pourrait suivre son cœur, il risquerait la tempête. Il envoya un message à Adaeb cette nuit-là. « Quoi qu'il arrive, je suis avec toi. » C'était la promesse qu'elle avait besoin d'entendre, mais aussi celle qui ferait d'elle deux des cibles. Xena n'avait pas l'habitude d'être insignifiante. Pendant des années, elle avait régné en reine de la vie sociale d'Abuja, adorée, enviée et crainte. Mais depuis l'incident de la piscine, son éclat avait pâli. Le public ne lui avait pas pardonné. Et pire encore, De Molaire, la seule personne qu'elle avait voulu impressionner, l'avait non seulement ignorée, mais avait défendu la fille qu'elle méprisait. C'était stupéfiant. Et maintenant, le voir ouvertement lié à Adaeb, une servante, était insupportable. Alors, comme toujours, elle fit face à la pression. Elle se battit de manière déloyale. Utilisant ses relations et sa ruse, elle commença à répandre de fausses histoires. Elle a payé un blog People populaire pour publier un article inventé affirmant qu'Adaeb avait travaillé dans une maison close à Port-Harcourt. L'histoire était dénuée de preuves, mais les dégâts furent immédiats. Les captures d'écran ont inondé les réseaux sociaux. Même ceux qui avaient soutenu Adaeb commencèrent à douter de son intégrité.
Il n'y a pas de fumée sans feu, murmuraient certains. Au manoir, l'atmosphère devint toxique. Le personnel l'évitait. Les murmures s'intensifièrent. Madame Ease, poussée par la réaction grandissante, ordonna à Adaeb de rester hors de vue chaque fois qu'il y avait des invités. « Je ne laisserai pas un scandale éclater chez moi », rétorqua-t-elle. Adaeb avait envie de crier, de se défendre, mais le poids de tout cela était trop lourd. Elle n'avait rien fait de mal, et pourtant sa vie entière était en train de s'écrouler. La honte la poursuivait partout, des couloirs du manoir à la petite épicerie où elle achetait des provisions pour sa mère. Même son église commença à murmurer. Elle songea à tout abandonner, à disparaître, à tout recommencer quelque part au loin. Mais elle se souvint alors du message de Damalier. « Je suis avec toi. » Et cela lui donna la force de tenir un jour de plus. Damalier était furieux en découvrant le faux article. Il a immédiatement contacté son avocat et exigé sa suppression. Mais il savait que cela n'effacerait pas les dégâts. Internet n'a jamais oublié. Lorsqu'il a confronté Zina dans le salon du manoir, elle n'a pas nié. « Tu penses qu'elle te mérite ?» a-t-elle craché. « Tu te fais honte pour quelqu'un qui n'appartiendra jamais à ce monde. » Damalier n'éleva pas la voix. Il la fixa simplement d'un regard froid. « La seule chose qui m'embarrasse, c'est toi. » Sur ce, il s'éloigna, laissant Zina furieuse. Il savait plus que jamais qu'Adaeb était attaqué, non seulement par la presse ou des inconnus, mais aussi par des gens avec qui elle vivait et travaillait au quotidien. Et s'il tenait vraiment à elle, il devrait faire plus que lui envoyer des messages. Il devrait agir, publiquement, audacieusement. Même si cela impliquait d'aller à l'encontre de tout ce que sa famille représentait. Le soleil commençait à peine à se coucher, teintant le ciel d'Abuja de teintes or et orange, lorsqu'Adaeb monta dans la voiture qui l'attendait. Damalier l'avait envoyé discrètement, par l'intermédiaire d'un livreur à qui l'on avait demandé de ne poser aucune question. Elle portait une modeste robe jaune qu'elle avait cousue elle-même, simple mais gracieuse, et coiffait ses tresses en un chignon soigné. Ses mains étaient moites et son cœur battait la chamade, mêlé d'excitation et de peur. Elle ne savait pas exactement à quoi servait cette sortie, une conversation amicale ou autre chose. Mais dès que la voiture s'arrêta devant le paisible restaurant au bord du lac, elle sentit que cette soirée allait changer les choses. Damalier se tenait à l'entrée, vêtu d'un jean foncé et d'une chemise blanche impeccable, d'une beauté naturelle. En la voyant, son visage s'illumina d'un sourire si sincère qu'il fit fondre un peu la tension qu'elle ressentait. À l'intérieur, le restaurant était presque vide. Il avait loué une section privée pour éviter d'attirer l'attention. Ils s'assirent au bord de l'eau, où les lanternes vacillaient et où résonnait une douce musique. Les premières minutes, Adaeb eut du mal à manger, ses pensées se bousculant sous l'effet de l'insécurité. Que diraient les gens s'ils le savaient? Était-elle folle de croire qu'un homme comme lui pouvait s'attacher à quelqu'un comme elle? Mais Damalier ne la laissa pas sombrer dans le doute. Il lui demanda comment elle était née, quels étaient ses plats préférés et ce qu'elle ferait si elle avait 1 million de Naira. Elle rit doucement, évoquant sa création d'une chaîne de salon et sa formation de jeune fille défavorisée. « Tu n'es pas seulement belle, Adaeb. Tu as une vision, dit-il en se penchant légèrement. Elle rougit, incertaine de la réaction à adopter. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi, pas comme à une servante, mais comme à une femme dotée d'un esprit et de rêves dignes d'être entendus. Au moment du dessert, Damalier prit un ton plus sérieux. « Je ne veux plus me cacher, dit-il doucement. Je tiens à toi, Adaeb. Et je sais que c'est compliqué, mais je veux qu'on essaie. » Ces mots la réduisirent au silence. Un instant, elle fixa ses mains, puis leva les yeux vers lui, les larmes aux yeux. « J'ai peur, murmura-t-elle. Ça pourrait me ruiner. »« Il t'aime, » dit la main par-dessus la tête. Puis nous l'affrontâmes ensemble. Ce soir-là, tandis que le chauffeur la ramenait à ses quartiers, Adaeb s'appuya contre la vitre de la voiture, regardant les lumières de la ville défiler floues. Son cœur était à la fois plus lourd et plus léger. Quelque chose avait changé entre eux, quelque chose de réel. Et aussi terrifiant que cela fût, elle savait qu'elle entrait dans un nouveau chapitre de sa vie où l'amour osait s'épanouir dans un monde qui ne l'accepterait jamais facilement. Les jours qui suivirent furent tout sauf paisibles. Adaeb traversa le manoir des Is comme si elle marchait sur du verre. Des murmures la poursuivaient, des yeux la suivaient dans tous ses mouvements, et même les autres servantes commencèrent à prendre leur distance, craignant d'être prises dans la tempête de feu qui se préparait. Madame Is lui parlait à peine, si ce n'est pour lui donner des ordres secs et froids.
Adaeb se sentait comme un fantôme dans la maison où elle évoluait autrefois, invisible mais paisible. Désormais, la visibilité était synonyme de punition. Chaque nuit, elle restait éveillée, repensant aux paroles de Damalir et aux avertissements de sa mère. Était-elle imprudente? Ou pire, égoïste? Elle ne parvenait pas à se débarrasser de la culpabilité qui la tenaillait comme une seconde peau, la culpabilité de vouloir plus que survivre, la culpabilité d'avoir laissé son cœur s'effondrer alors que sa famille comptait sur elle pour le protéger. Pendant ce temps, la santé de Mama Chinyu se détériorait. Le stress lié à l'attention croissante du public pour Adaeb avait déclenché une nouvelle alerte médicale, et les factures médicales commençaient à s'accumuler. Adaeb voulait dire à Damalir qu'elle savait qu'il l'aiderait, mais l'orgueil l'en empêchait. Elle ne voulait pas que son amour se transforme en pitié. Elle ne voulait pas devenir une simple victime de charité dans son monde puissant. Son jeune frère, Hush, avait lui aussi commencé à se poser des questions. « Pourquoi les gens disent-ils que tu sors avec quelqu'un d'important ?» demanda-t-il un soir. Adaeb sourit faiblement et lui ébouriffa les cheveux, ne sachant comment expliquer la complexité de ses émotions. Son cœur était déchiré entre le devoir et le désir. Elle voulait protéger sa famille, rester invisible, être en sécurité. Mais elle voulait aussi se sentir vivante, être aimée par quelqu'un qui la voit dans sa globalité. Damalir remarqua un changement. Lorsqu'ils se rencontraient dans un coin tranquille ou lors de brèves conversations téléphoniques, il percevait la force de sa voix. « Parle-moi, suppliait-il. Ne me repousse pas. » Elle secoua la tête, les yeux brillants de larmes retenues. « Tu ne comprends pas ce que signifie être moi, Damalir. Je ne peux pas me permettre de faire des erreurs. Un faux pas et je perds tout. » Il resta silencieux un long moment avant de répondre, puis me laissa porter le poids. Mais Adaeb ne répondit pas. Elle n'était pas prête, pas encore. L'amour, dans sa forme la plus pure, aurait dû être libérateur. Mais dans un monde comme le leur, c'était dangereux, chaotique et impitoyable. Pourtant, dans les moments de calme où elle s'autorisait à rêver, elle voyait un avenir où ils pourraient être ensemble. C'était flou et lointain, mais cela lui donnait la force de persévérer, même quand tout autour d'elle lui criait que ce ne serait jamais possible. La réunion officielle à Ozorok devait être une routine, un dîner familial hebdomadaire où les apparences étaient primordiales et la vérité évitée à tout prix. Mais Damalir n'avait jamais été douée pour garder des secrets, surtout quand son cœur était en jeu. Ce soir-là, tandis que ses parents discutaient des campagnes à venir et des diplomates étrangers, Damalir resta assis en silence jusqu'à ce que sa mère lui demande « Pourquoi boudes-tu encore ?» Et puis, avec un calme défi, il dit « Je vois quelqu'un. Elle s'appelle Adaeb. C'est une domestique. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Sa mère laissa tomber ses câlins avec un bruit métallique. Son père haussa un sourcil, mais ne dit rien au début. « Vous voulez nous dire qu'après tout ce que nous avons fait pour vous, c'est à vous de choisir ?» demanda la première dame d'une voix basse mais furieuse. Damalir n'a pas bronché. Elle est gentille, intelligente et honnête. Plus que ce que je peux dire de la plupart des gens que nous connaissons. Son père prit enfin la parole, d'une voix mesurée et froide. Tu n'es pas un simple citoyen, Damalir. Tout ce que tu fais rejaillit sur cette famille et sur cette fonction. Sortir avec une femme de ménage, surtout si elle est impliquée dans un scandale viral, est irresponsable. Tu vas mettre fin à cette relation immédiatement. Mais Damalir a tenu bon. Je ne le ferai pas. Cette seule phrase a bouleversé tout le dîner. Sa mère est partie en larmes et son père a appelé la sécurité pour surveiller ses faits et gestes. Le lendemain matin, les appareils personnels de Damalir furent saisis. Ses clés de voiture furent confisquées. Il fut privé de sortie comme un enfant, confiné au palais présidentiel sous la surveillance de gardes du corps. C'était la première fois qu'il réalisait à quel point il était prisonnier de ses privilèges. Ses parents pouvaient tout acheter, sauf le contrôle de son cœur. Et c'était la seule chose à laquelle il n'était pas prêt à renoncer, pas cette fois. Adeyebi fut rapidement informée. Grâce à son réseau d'assistants et de chauffeurs, elle entendit des rumeurs selon lesquelles le président lui-même avait lancé un avertissement. Son estomac se serra. Il ne s'agissait plus seulement de ragots, mais de guerre. Ce soir-là, elle s'assit avec sa mère et lui posa la question qui la hantait depuis des jours. « Devrais-je partir ?» Mama Chinyu la regarda avec des yeux fatigués. « Tu sais ce qui est vrai, Adeyebi. Mais parfois, la justice n'est pas toujours facile. Et l'amour, le véritable amour, exige toujours du courage.
Les mots de sa mère ne lui apportaient pas de clarté, mais ils lui apportaient autre chose, la détermination. Elle savait maintenant que si elle s'en allait, ce ne serait pas par peur, mais parce qu'elle le choisirait. Mais au fond d'elle-même, elle ne voulait pas s'en aller. Pas encore. Pas de la seule personne qui lui donnait l'impression d'être plus que ce que le monde lui attribuait. Le lendemain matin, tout s'écroula. Adéyébi fut convoqué dans la maison principale, où madame se tenait au centre du salon, l'air figé, et Xena, tout près, souriait d'un air narquois. Tu es vire. Dit froidement madame, prends tes affaires et pars avant le coucher du soleil. Sans explication. Aucune indemnité. Aucune considération pour les années passées à travailler en silence et avec diligence. Juste un licenciement. Adéyébi hocha lentement la tête, retenant ses larmes. Elle se retourna sans un mot et sortit de la pièce, sa dignité intacte, mais son monde en morceaux. Elle retourna à ses quartiers, fit son petit sac et quitta le manoir sans dire au revoir. Les autres employés observaient en silence, la culpabilité et la pitié se lisant sur leurs visages. Elle était devenue un symbole de défiance, de scandale, d'amour osant exister en dehors des frontières de la société. Le soir venu, elle et sa famille risquaient d'être expulsées. Le loyer était impayé et sa mère avait besoin de médicaments qu'elle ne pouvait plus payer. Elle cherchait désespérément du travail, mais partout où elle se tournait, elle essuyait des refus. Son nom était devenu trop familier, vicié, controversé. Même son ancien employeur l'avait discrètement mise sur liste noire. La honte l'a aidée. Elle avait tout sacrifié pour une relation qui lui semblait désormais comme un rêve lui échappant. Pire encore, elle n'avait plus eu de nouvelles de Damalir depuis des jours. Allait-il bien? Avait-il changé d'avis? Ou ses parents avaient-ils réussi à les séparer à jamais? Son cœur aspirait à des réponses, mais la réalité exigeait qu'elle agisse. Alors, elle fit ce qu'elle avait toujours fait. Elle se leva, essuya ses larmes et s'attaqua de nouveau au monde. Car même si le monde refusait de lui donner une place, elle se battrait pour en créer une. Damalir, quant à lui, perdait la raison dans la prison dorée qu'était le Capitole. Il avait tout essayé, courriels, lettres envoyées par l'intermédiaire de collaborateurs fidèles, et même s'enfuir en douce, mais chacun de ses faits et gestes était traqué. Ses parents croyaient avoir gagné. Mais ils ne comprenaient pas que plus ils essayaient de l'enchaîner, plus ils désiraient s'en libérer. Il regarda par la fenêtre les lumières de la ville en contrebas et prit une décision. Si le pouvoir avait un prix, celui de trahir son cœur, alors il n'en valait pas la peine. Il trouverait une issue. Et ce faisant, il trouverait Edeb. Quoi qu'il en coûte, Edeb se réveilla avant l'aube, la douleur familière dans le dos lui rappelant qu'elle ne vivait plus dans le confort des logements du personnel. Le petit appartement qu'elle avait loué avec ses dernières économies était exigu et mal éclairé, mais il lui appartenait. Sa mère était tranquillement allongée sur un matelas dans un coin, la respiration courte mais régulière. Elle n'avait plus le temps de pleurer. Dès que Damalir fut séparé d'elle, Edeb comprit que l'époque où elle pouvait compter sur son soutien, émotionnel ou autre, était révolue. Elle devait trouver sa voie. La nouvelle s'était vite répandue et les portes se fermaient déjà avant même qu'elle puisse frapper. Pourtant, Edeb persévérait, trimballant son CV d'un bureau à l'autre, s'humiliant dans les supermarchés, les agences de nettoyage et même les salons de coiffure, partout où l'on pouvait lui offrir un travail honnête. Elle était meurtrie par le rejet, mais pas brisée. Après 2 semaines de recherche épuisantes, Edeb a enfin trouvé une solution. Un petit salon de coiffure élégant et lui aussi avait un poste vacant. La propriétaire, Madame Adiza, était une femme sévère mais juste, qui savait reconnaître l'humilité. « Vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui abandonne », a-t-elle observé après les réponses sincères d'Edeb lors de l'entretien informel. « Vous commencerez demain. Mais ne venez pas ici en espérant de la pitié, seul le travail acharné est le bienvenu. » Pour la première fois depuis des semaines, Edeb souriait sincèrement. Elle passait ses nuits à nettoyer le petit espace qu'elle considérait désormais comme son foyer, et ses journées à travailler de longues heures, s'occupant avec grâce de clients fortunés. Certains reconnaissaient son visage après le scandale, mais ne disaient rien. D'autres la traitaient avec indifférence, inconscients du feu qu'elle portait en elle, de la dignité tranquille d'une femme qui avait tout perdu et qui tenait bon. Tandis que ses mains massaient le cuir chevelu de ses clients et coiffaient leurs cheveux, son esprit avait soif de destruction. L'avait-il oublié? Avait-il abandonné? La douleur de son absence la rongeait malgré sa nouvelle routine, mais elle ne se laissa pas ronger. Elle s'était juré que s'il revenait,
il retrouverait une femme qui n'aurait pas cédé sous le poids de la honte. Chaque jour, elle en ressortait plus forte. Elle souriait malgré l'épuisement, chantait doucement en balayant et marchait la tête haute, même lorsque les murmures la poursuivaient. Edeb n'était plus une simple servante. Elle devenait une femme qui avait goûté à la cruauté et choisi de ne pas s'amertumer. Elle s'était tenue seule au bord de la ruine et avait survécu. Entre les imposants murs blancs du Capitole, Démolir menait une guerre d'un autre genre. Il avait passé des semaines confiné, chacun de ses mouvements surveillés, chaque appel bloqué. Ses parents croyaient que le silence et la pression le feraient plier, mais ils avaient sous-estimé la profondeur de son amour. Démolir n'était pas seulement amoureux d'Edeb, il avait été transformé par elle. La jeune fille qui était entrée dans sa vie trompée et humiliée était devenue son symbole de courage, de vérité et de liberté. Tard le soir, quand personne ne le regardait, il s'asseyait près de la fenêtre de sa chambre, écrivant des idées, des textes, des discours, des anecdotes inspirées par sa force. Et lorsque l'occasion se présenta enfin, son père étant en voyage diplomatique et sa mère absorbée par un gala de charité, il se glissa dehors, sans se faire remarquer, par une entrée de service réservée au personnel de ménage. Sa première étape ne fut pas l'appartement d'Edeb, mais une maison de presse. Avec l'aide d'un ami qui lui devait une faveur, Démolir a obtenu une interview privée avec l'un des principaux médias indépendants du Nigeria. Il s'y est exprimé avec clarté et audace. Il a avoué son affection pour Edeb, dénoncé le rejet de classe dont elle avait fait l'objet et déclaré que son cœur appartenait à une femme non pas en raison de ses origines, mais de sa personnalité. Si le prix à payer pour être fidèle à moi-même est d'être sous les projecteurs, a-t-il dit, alors laissez-le faire. Car je préfère vivre ouvertement dans l'amour que dans la honte secrète. Au matin, des extraits de l'interview étaient devenus viraux. Des hashtags comme Démolir Speaks et Love HS No Class ont fait fureur en ligne. Si la réaction des élites conservatrices a été vive, le soutien massif de la jeunesse à travers le pays a été plus fort. Soudain, le nom d'Edeb n'était plus seulement associé au scandale, mais à la force, à la dignité et à l'amour indéfectible. Après la diffusion de l'interview, Démolir se rendit directement au salon. Edeb venait de sortir acheter son déjeuner lorsqu'elle le vit l'attendre à la porte. Son cœur s'arrêta net. Il paraissait amaigri, fatigué, mais ses yeux familiers et fixes, ne reflétaient que fierté et affection. « J'ai dit que je te retrouverais, murmura-t-il. Edeb hésitait entre pleurer et s'effondrer. « Pourquoi maintenant » demanda-t-elle, essoufflée. Il lui prit la main et répondit, « Parce que je devais prouver au monde, et à toi, que je pensais chaque mot. » Elle le laissa lui tenir la main, des larmes coulant sur ses joues sous le regard admiratif de ses clients et voisins. Pour la première fois depuis le début du cauchemar, elle se fichait de savoir qu'il la regardait. Il était revenu, non pas avec des promesses, mais avec des preuves. L'engouement médiatique qui suivit était sans commune mesure avec tout ce qu'Edeb avait pu imaginer. Les médias se sont installés devant son salon. Les blogueurs ont réclamé des interviews. Certains l'ont offert des sommes importantes pour les droits exclusifs de son histoire. Edeb est resté calme, guidé par la sagesse de Madame Hadiza et le soutien indéfectible de Damalier. Ensemble, elles ont rédigé une déclaration commune et décliné toutes les offres. « Ce n'est pas un spectacle », a-t-elle déclaré à un journaliste insistant. « C'est ma vie. » Pourtant, l'engouement n'a fait que s'intensifier lorsque Damalier a annoncé qu'ils assisteraient ensemble à une conférence de presse officielle. L'événement s'est tenu dans un lieu neutre, une salle de développement pour les jeunes Agarki, symbole de leurs valeurs communes et de la génération qu'ils représentaient. La salle était bondée de journalistes, de militants et de spectateurs curieux qui avaient suivi leur histoire comme un feuilleton national. Lorsqu'Edeb monta sur scène aux côtés de Damalier, vêtu d'une magnifique robe bleue en pagne confectionnée par un tailleur local, un silence respectueux s'installa dans la foule. Elle rayonnait, non pas à cause des lumières ou de l'attention, mais parce qu'elle avait retrouvé sa dignité. Damalier prit la parole en premier, évoquant leur amour, les réactions négatives et l'importance d'abattre les barrières sociales. Puis il se tourna vers elle. « Edeb, dit-il au micro, tu n'es pas une note de bas de page dans l'histoire de quelqu'un d'autre. C'est vous qui êtes l'histoire. » Le public a applaudi à tout rompre. Puis Edeb s'est avancée. Sa voix tremblait d'abord, mais elle s'est stabilisée à mesure qu'elle parlait. « Je n'ai pas choisi d'être vue. J'ai été projeté sous les projecteurs, ce que je n'avais jamais demandé. Mais puisque je suis là,
Laissez-moi vous dire ceci. Chaque fille, d'où qu'elle vienne, mérite le respect. Personne ne devrait être moqué parce qu'il est pauvre. Et l'amour, le véritable amour, se fiche de l'uniforme qu'on porte. La conférence de presse est devenue un événement national. Les réseaux sociaux ont déferlé d'éloges. Les journaux ont publié ces propos en gras. Des écoles, des ONG et même des églises ont utilisé son histoire pour enseigner la compassion, la résilience et l'égalité. Madame Hez et Zena, autrefois critiques virulentes, sont soudainement devenues silencieuses. Les invitations ont afflué, les apparitions télévisées, les soutiens, les bourses, mais Edeb est restée les pieds sur terre. Elle ne voulait pas la célébrité. Elle voulait construire une vie sans peur ni honte. Alors qu'il quittait la salle main dans la main, entouré d'appareils photo aveuglants, Damaler murmura « Quoi qu'il arrive ensuite, nous l'affronterons ensemble. » Et Edeb sourit, sachant qu'enfin, elle n'était plus seule. Les mois passèrent, et la vie commença à s'installer, non pas dans la normalité, mais dans une nouvelle et belle vie. Edeb co-gérait désormais avec Damaler une fondation axée sur la formation et l'autonomisation des jeunes travailleurs domestiques à travers le pays. Son salon s'est développé grâce aux dons et au soutien local, offrant des emplois à des femmes autrefois rejetées par la société. La santé de Mama Chinière s'est améliorée grâce à des soins médicaux réguliers, et ses frères et sœurs ont repris leurs études grâce à des bourses complètes offertes par la fondation. Le public continuait à parler, la presse a spéculé, mais Edeb avait depuis longtemps appris à faire abstraction du bruit. Elle n'était plus seulement une ancienne domestique, elle était la voix des sans-voix, un phare pour les filles qui pensaient n'avoir aucune place dans le monde. Damaler est resté à ses côtés, non pas comme un sauveur, mais comme un partenaire. Il a délaissé ses obligations politiques pour se consacrer au cinéma et à la narration, utilisant sa notoriété pour remodeler les récits sur le pouvoir, l'amour et l'identité. Le palais, la résidence officielle, les titres, tout cela comptait moins pour lui désormais que la vie qu'il construisait avec Edeb. Ils ne se précipitèrent pas dans le mariage. Ils se concentrèrent plutôt sur la connaissance mutuelle, la guérison de vieilles blessures et l'instauration d'une relation de confiance. Certains soirs, ils s'asseyaient sous les étoiles au bord du lac Jabi, riant autour d'un suya et de boissons fraîches, reconnaissant de tout ce qu'ils avaient enduré. « Regrettes-tu quelque chose ?» lui demanda un jour Edeb. Il secoua la tête. « Seulement, je n'ai pas sauté dans cette piscine plus tôt. » Leur histoire d'amour n'était ni parfaite ni silencieuse. Elle avait commencé dans le scandale, mûri dans la souffrance et s'était épanouie grâce au courage. Mais maintenant, elle vivait en paix. Edeb repensait souvent à ce jour fatidique au bord de la piscine, à l'eau froide, au rire moqueur, à la main qui s'était tendue pour la sortir de là. Elle n'avait pas seulement été sauvée de la noyade ce jour-là. Elle avait été entraînée dans une vie dont elle n'avait jamais osé rêver. Et, chaque matin, alors qu'elle se tenait devant la porte du salon, regardant le soleil se lever sur une ville qui avait jadis craché sur son nom, elle ne se sentait plus comme une servante perdue dans l'ombre. Elle se sentait comme une femme dans la plénitude de sa lumière, égale, forte et profondément aimée. Merci d'avoir regardé. Et dites-nous ce que vous avez dit. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Activez également la notification de publication pour recevoir de nouvelles histoires.